Eh ben, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes connectés, vous êtes pas nombreux, mais vous êtes quand même 14 personnes. Bienvenue au lundi du CEP. On va vous parler de l'entretien professionnel aujourd'hui. Voilà, je vais commencer par quelques règles pour le bon fonctionnement du déroulement. Je cherche comment faire défiler mes slides. Voilà, c'est bon. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, juste quelques règles et consignes pour que ça se passe au mieux. Je vous propose de couper vos caméras et de couper vos micros. Ça nous évite des parasites et ça évite voilà, qu'on ne soit pas entendable, qu'il y ait des bruits, etc. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous via le chat. On y reviendra à la fin du webinaire, normalement. Donc, voilà, ça, c'est les quelques règles du démarrage. Alors, voilà, les lundis du CEP, excusez-moi, je passe. Voilà, super. Les lundis du CEP sont faits pour vous si vous êtes salarié ou indépendant. En fait, CEP, c'est-à-dire Conseil en évolution professionnelle. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment gérer votre carrière au mieux, vous pouvez assister en ligne à nos webinaires qui sont évidemment 100% gratuits, qui vous sont présentés par des experts et qui vous permettent de découvrir tous les dispositifs d'évolution professionnelle et comment vous y prendre. Chaque mois, vous avez plusieurs webinaires qui vous sont proposés sur des thématiques comme la reconversion, la formation, la valorisation des compétences, la démission qui est pas mal prisée aujourd'hui, ou encore la création d'entreprises. Vous avez toutes ces informations sur sur les lundis du CEP, qui est le site web qui est dédié à cet événement. Excusez-moi, il y a un tout petit souci technique. Ouais. Bah, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, vous avez les différents lundis du CEP qui défilent là sur ma petite flèche. Donc, vous avez aujourd'hui, on vous parle de l'entretien professionnel. On est le 19 avril. Le 26 avril, on vous parlera du CPF, c'est le compte personnel de formation. Et le lundi 3 mai, on vous parlera des métiers qui recrutent. Voilà, donc on se présente, on est deux à vous accueillir. C'est pas très poli, Johan, ce que j'ai fait. Je me suis mis en premier parce que j'ai mis nos noms par ordre alphabétique. Donc, moi, je suis manager, Birtansen, je suis manager du service CEP des actifs occupés en Bourgogne-Franche-Comté. Les actifs occupés, ça veut dire quoi? Ça veut dire les salariés et les indépendants du groupe EVA. Johan, est-ce que tu te présentes? Oui, en deux mots, bonjour à tous. Donc, Yoann Lacombe, coordinateur régional de la formation professionnelle pour le MEDEF sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour faire simple, tout ce qui traite de l'emploi, formation, relations école-entreprise. Eh ben, super, merci Johan. Alors, rapidement, le webinaire, on l'a découpé en 3 parties pour le rendre un petit peu plus digeste. Donc, on vous parle de l'entretien professionnel dans les grandes lignes pour démarrer. De quoi il s'agit, comment ça se passe, quel est l'historique, etc. Les outils de gestion de carrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui est abordé en fait pendant cet entretien et comment vous pouvez avoir une influence sur ce qui vous arrive dans votre carrière. Et puis, le bilan à 6 ans, qui est particulier à l'entretien professionnel qui doit se dérouler tous les 2 ans. Et en fait, à 6 ans, il y a un bilan qui est fait avec l'entreprise. Et donc, il y a des informations particulières à savoir sur cette partie-là. Voilà, alors je laisse la parole à Johan qui va parler de l'entretien professionnel et du détail, on va dire, juridique que ça représente. Oui, très bien, merci. L'idée, c'est de faire assez simple, donner des informations très pratico-pratiques. Donc, effectivement, peut-être revenir sur
les principes de la réforme de la formation professionnelle de 2014 et finalement sa philosophie, où on peut rappeler que l'idée, c'est vraiment de responsabiliser encore plus l'entreprise sur son rôle d'employabilité des salariés. Et puis, l'enjeu de maintenir et développer les compétences des salariés. Donc, quelques informations de base. Hein. On parle plus de plan de formation, mais de plan de développement des compétences. Et là, c'est vraiment, encore une fois, pour insister sur l'enjeu de la compétence. On verra qu'il y a le compte personnel de formation qui rend le salarié également acteur de son parcours, et puis l'entretien professionnel qui est instauré dans le but que chaque salarié finalement soit également co-acteur de son parcours. Donc on verra également qu'il y a la mise en place du conseil en évolution professionnelle pour justement accompagner le salarié. Alors, l'entretien professionnel, pour faire simple, c'est quoi? Eh bien, c'est désormais inscrit dans le Code du travail, et c'est pas neutre, hein, qui précise que tout salarié nouvellement embauché a droit à un entretien professionnel périodique avec un bilan à 6 ans. Il porte bien sur uniquement tout ce qui concerne finalement le parcours professionnel du salarié et n'a rien à voir finalement avec l'entretien d'évaluation. Également, à travers cet entretien, l'employeur a un certain nombre d'obligations, notamment d'informer le salarié sur l'existence et la création du compte personnel de formation, la possibilité d'accéder à des outils tels que la validation des acquis d'expérience, le conseil en évolution professionnelle, les financements possibles, etc. Donc, il est très structuré et très cadré, puisque il a lieu tous les 2 ans avec alors à l'embauche. C'est une information de la part de l'employeur sur l'entretien professionnel, un entretien obligatoire tous les 2 ans avec un bilan à 6 ans. Alors peut-être aussi préciser que un accord d'entreprise ou de branche peut modifier la périodicité des entretiens et les critères d'appréciation sur le bilan à 6 ans. Et puis également que l'employeur doit proposer aux salariés un entretien professionnel au retour d'un certain nombre de congés, type congé maternité, congé d'adoption, après un arrêt de travail de longue durée de plus de 6 mois, à l'issue d'un congé sabbatique, par exemple. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et puis, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que, certes, il y a un caractère obligatoire qui est inscrit dans le Code du travail, on l'a dit. Donc, c'est à la fois une obligation pour l'employeur, mais au-delà de parler d'obligation, moi, je préfère parler d'opportunité à la fois pour l'entreprise, mais également pour le salarié. C'est un véritable temps d'échange qui doit se préparer, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. C'est un temps dédié uniquement à l'évolution professionnelle, pour parler de projets professionnels, de parcours professionnel. Et puis, finalement, le salarié, c'est aussi lui permettre d'être acteur et d'être proactif sur cette démarche. Et donc, pour ce faire, il a un certain nombre d'outils à sa disposition, et entre autres, et c'est ce qu'on va voir par la suite, à savoir le conseil en évolution professionnelle et puis le compte personnel de formation. Voilà, Birte. Ça marche, je reprends. Tu veux rajouter 2-3 éléments? Non, c'est tout bon? Non, bah c'est vraiment de prendre conscience que c'est un véritable outil de gestion des emplois et de compétences pour l'entreprise, et du coup dans lequel finalement le salarié a toute sa part à prendre. Là, on est complètement d'accord sur la question.
Alors, justement, donc, pendant cet entretien professionnel, le salarié va se voir soit proposer, soit questionner sur son utilisation des outils de gestion de carrière. Ces outils, il en existe plusieurs, et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Vous voyez que voilà, il y a toute une panoplie d'éléments, d'outils, comment dire, de dispositifs qu'on peut utiliser pour gérer sa carrière. Vous voyez au centre de la slide l'entretien professionnel. Tout autour, vous avez la validation des acquis de l'expérience qui est très intéressante à approfondir, qui ouvre pas mal de possibilités aujourd'hui. Le conseil en évolution professionnelle, dont je vais vous parler tout de suite après. Des formations longues. Longues, ça veut dire qui durent plusieurs mois. Le plan de développement des compétences, c'est-à-dire ça c'est le budget de l'entreprise pour former, le compte personnel de formation que nous avons tous et qui est un budget aussi sur lequel on peut s'appuyer pour nous former, et le bilan de compétences. Donc, tous ces outils sont à disposition de tous les salariés. Pour commencer, je vous parle du conseil en évolution professionnelle, ça s'appelle les lundis du CEP, donc on commence par le CEP. Le conseil en évolution professionnelle, c'est l'accès pour chaque salarié et pour chaque indépendant en France à un conseil, un échange avec un conseiller qui permet de faire un point sur sa situation professionnelle, tout simplement, sans forcément avoir un objectif plus précis que ça, mais voilà, juste voir clair sur sa situation actuelle. Réfléchir à la suite de sa vie professionnelle, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Ça peut être aussi tout simplement l'occasion de rencontrer quelqu'un pour réagir à une situation problématique. Ça peut être un souci de santé, ça peut être un souci qu'on a dans l'entreprise ou une baisse de motivation, par exemple. Ça peut être des occasions très, très variées. Voilà, tous ces points, toutes ces situations peuvent vous amener à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour faire un point, même si vous savez pas forcément, même si vous n'avez pas forcément un objectif plus précis que ça. Voilà, et ça peut être bien sûr, vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle si vous savez que vous avez envie de changer de métier et que vous voulez savoir comment vous y prendre. Alors, le conseil en évolution professionnelle est gratuit, ça c'est important. Il est neutre, donc neutre dans le sens où on ne vous jugera pas, on n'émettra pas de jugement, d'avis sur les solutions que vous avez déjà en tête ou les idées que vous avez. Il est confidentiel, c'est important, c'est-à-dire évidemment l'employeur n'est pas au courant. Il est accessible à tous. Et il est personnalisé, c'est-à-dire ce sont des entretiens. Il y a toujours un ou plusieurs entretiens qui se déroulent individuellement, en face à face ou à distance, mais ce n'est pas une action collective. Alors pour vous présenter un tout petit peu la situation actuellement en France, donc le conseil en évolution professionnelle est accessible à tous. Vous voyez sur le schéma 5 logos qui apparaissent, 5 petites étiquettes. Le pôle emploi est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les personnes qui cherchent un emploi. Donc, c'est l'opérateur dédié aux chercheurs d'emploi. Vous avez les cadres qui sont accueillis par l'APEC pour le conseil en évolution professionnelle. Pour les jeunes, ce sont les missions locales. Les jeunes, donc c'est les 16 à 26 ans, pour faire court. Pour les personnes en situation de handicap, ce sont les Cap Emploi qui les accueillent. Et puis, pour tous les salariés, les travailleurs indépendants, libéraux et les artisans, ce sont ce qu'on appelle les opérateurs régionaux qui ont été sélectionnés par France Compétences, qui sont financés par France Compétences. France Compétences a fait un choix dans chaque région de la France
C'est pour ça qu'il n'y a pas un logo qui apparaît dans cette étiquette, parce que selon les régions, ce n'est pas forcément les mêmes groupements qui ont été retenus. Donc voilà, vous avez la petite étiquette, vous êtes ici. Donc pour les salariés et indépendants, c'est l'opérateur régional qui vous accueille. Voilà. Alors, très rapidement, en quoi ça consiste? Donc, le conseil en évolution professionnelle, ce que dit le décret par rapport à cette forme de conseil. Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus gratuit d'appui pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être juste un point sur la situation. Et ça peut être aussi, selon la situation, l'occasion d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie. Donc la stratégie, ça peut être de la formation, ça peut être de l'évaluation des acquis, ça peut être chercher le dialogue avec son employeur, ça peut être tout un tas de choses différentes pour viser une évolution professionnelle. Ça existe depuis le 1er janvier 2015. Et l'objectif, c'est tout simplement de vous donner les clés et les outils pour réaliser vos projets. Donc, voilà, dans les grandes lignes, le conseil en évolution professionnelle. Alors, très rapidement, pour vous dire comment ça se passe, c'est France Compétences qui a énormément structuré ce conseil pour que chacun sache comment ça se passe. Donc, il y a au départ un aiguillage, c'est-à-dire vous appelez tout simplement un numéro qui est commun pour toutes les personnes en France, tous les actifs en France ont le même accès, le même numéro, ils peuvent appeler et ils ont accès à ce qu'on appelle l'aiguillage, ça dure à peu près 10 minutes, pour permettre à chacun de savoir de qui, en fait, il relève, quelle est la structure qui va l'accueillir pour un conseil en évolution professionnelle. Après, une fois cet aiguillage fait, il y a un premier niveau d'accueil individualisé qui correspond donc à un point sur la situation. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et élaborer un projet d'évolution professionnelle, et bien, ils rentrent dans la deuxième partie qu'on voit sur la droite, l'accompagnement personnalisé pour construire un projet d'évolution professionnelle, voire pour le mettre en œuvre. Voilà sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, on vous affichera à la fin le numéro unique pour tout le monde, où vous pouvez appeler si vous souhaitez faire appel à ce conseil. Alors, je passe à la slide suivante, et c'est Johan qui va vous détailler un petit peu plus le compte personnel en formation, qui est un autre outil de gestion de carrière. Merci Birte. Et je vois qu'il y a une question qui est en train d'être rédigée, on y répondra sans problème. Alors effectivement, on vient de parler du conseil en évolution professionnelle. Peut-être aussi rappeler que finalement, là on en parle et peut s'inscrire en amont de l'entretien professionnel et sinon, en fait, avoir lieu à n'importe quelle étape de son parcours. Alors, un deuxième outil, le fameux compte personnel de formation, rappeler que c'est la suite du DIF, du droit individuel à la formation. Rappelez aussi peut-être que, alors ça a été effectivement reporté de date en date, mais le dernier amendement en date, c'est effectivement celui du 24 octobre 2020, qui prolonge de 6 mois et donc permet jusqu'au 30 juin de cette année de toujours pouvoir inscrire ces anciennes heures de DIF sur ce fameux compte, puisque il n'y a pas eu de coupure ou de perdition entre le dispositif du DIF et la création du compte personnel de formation qui existe depuis le 1er janvier 2015. Donc pour ce faire, rappelez que soit vous avez ce compteur d'heures à inscrire sur votre compte par le biais de l'attestation de votre employeur en 2014, ou inscrit sur le bulletin de salaire, alors décembre 2014 ou plutôt janvier 2015 avec le solde, ou encore certificat de travail. Maintenant,
la réalité du terrain nous montre que beaucoup de salariés ou de personnes n'ont pas ces éléments, et donc le système a créé une solution alternative qui est de pouvoir télécharger une attestation à partir de votre compte formation qui vous permet de déclarer sur l'honneur le nombre d'heures qui vous serait attribué. Je te laisse. Oui. Alors, peut-être rappeler aussi que la différence principale entre le DIF et le CPF, c'est finalement le DIF était rattaché à l'emploi salarié de la personne, donc à son statut, et que désormais le CPF se rattache à la personne et non plus au statut, donc ce qui fait qu'elle a ses droits qui courent jusqu'à sa retraite et même après, si dans le cadre des activités bénévoles. On a le CPF a été comment dire s'est substitué au DIF dans un premier temps avec une notion de capitalisation en heures. Et depuis le 1er janvier 2019, on raisonne en capitalisation, on va dire en euros, donc de manière monétaire, avec deux types de plafonds et d'alimentation, 500 € par an, plafonné à 5 000 € sur 10 ans, et puis 800 € par an, plafonné à 8 000 pour des personnes qui sont peu qualifiées, fragilisées, etc. Un petit point d'attention aussi, c'est que lorsque la première fois que vous créez votre compte CPF, il est important de bien préciser votre niveau d'études, parce que c'est à partir de cette information que l'on déterminera si la personne elle est peu qualifiée ou pas. Et donc, si vous oubliez cette étape, eh bien, vous pouvez passer à côté des abondements. À ce jour, le taux horaire, enfin la capitalisation en heure, c'est 15 € de l'heure. C'est fixé par décret et ça peut être revalorisé sous période de 3 ans. Donc, ça peut, un jour ou l'autre, on peut être amené à avoir un taux plus élevé, voire plus bas. Et puis, quelques informations depuis fin novembre pour vous donner quand même quelques éléments de repère. On a plus de 38 millions de titulaires d'un compte CPF qui est alimenté. Le montant moyen du compte par personne, c'est 1 280, avec à peu près 17 000 organismes de formation qui sont référencés. La nature des formations, peut-être aussi apporter un point, elle est relativement cadrée, puisque ce sont des formations qui sont répertoriées à partir d'une liste et qui visent soit une certification, soit un élément d'une certification, ce qu'on appelle un bloc de compétences. Ça peut également servir à financer une validation des acquis et de l'expérience et d'autres choses comme le permis de conduire si c'est encore actuellement. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut dire sur le compte personnel de formation. Donc on voit bien que là encore c'est un véritable outil qui permet aux salariés d'être acteurs de son parcours, puisque tout se fait de manière dématérialisée et peut se faire également sans l'autorisation de son employeur si la formation se fait hors temps de travail. On verra aussi que ça peut être aussi un outil ou un moyen de co-construire son parcours avec son employeur via des abondements possibles. Voilà. Super, merci Johan. Ouais, c'est ça, c'est impeccable. En effet, c'est important de dire que le CPF est rattaché à la personne, mais peut être tout à fait utilisé en discussion avec l'employeur. Parfois, c'est intéressant et pour le salarié et pour l'employeur d'avoir recours à ce compte pour avancer, parce qu'on peut avancer en restant dans son entreprise et en
faisant en effet peut-être une qualification ou une formation qui est nécessaire pour bouger professionnellement. Donc, comme disait Johan, il est possible de financer, par exemple, le permis avec le CPF. Et c'est vrai que c'est intéressant pour pas mal de personnes. Parfois, le montant n'est pas suffisant. Parce que vous voyez, en moyenne, 1 280 € sur le CPF. Ça peut être plus, ça peut être moins selon les personnes, bien sûr. Hein. Mais parfois, ça n'est pas suffisant pour financer la totalité du permis, par exemple, ou de la formation qu'on a choisie. Et dans ce cas-là, comme disait Johan, l'entreprise peut faire une dotation pour compléter, en fait, pour prendre en charge une partie de ce coût, pour compléter le CPF, le compte formation. Ou alors, c'est la personne elle-même qui peut compléter avec sa carte bancaire, si c'est possible. Et parfois, il y a d'autres compléments qui sont possibles, qui sont un petit peu plus complexes et que je ne vais pas détailler maintenant. Sachez aussi que le CPF, juste très rapidement, peut prendre en charge aussi des formations de langue. Je dis ça parce que statistiquement, le permis, les formations en langue et les formations informatiques sont les formations les plus souvent choisies par les personnes qui mobilisent leur compte personnel formation. Voilà, donc concernant le CPF. Alors, moi, je reprends la parole pour vous parler du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est aussi un outil de gestion de carrière. C'est aussi quelque chose que vous pouvez financer avec le compte personnel formation. Le bilan de compétences sert quand on sait qu'on veut modifier quelque chose dans sa carrière, mais on ne sait pas trop quoi. Et on a besoin de temps et d'outils pour voir plus clair. Je vous ai parlé tout à l'heure du conseil en évolution professionnelle. Ce sont des entretiens qui se font individuellement, mais qui ont une durée moyenne limitée, même si l'accompagnement peut s'étirer sur plusieurs mois. Le bilan de compétences, c'est quelque chose de plus complet, de plus consistant, j'ai envie de dire, qu'on peut utiliser pour faire le point de ses intérêts, de ses motivations et de ses compétences. Si vraiment on ne sait pas où aller, ou alors on rencontre un obstacle, ce qui peut tout à fait arriver, c'est-à-dire on a un souci de santé, par exemple, on est obligé de changer de métier, ou alors vous suivez votre conjoint et vous changez complètement de région, vous voulez faire un point pour retomber sur vos pieds professionnellement. Voilà, le bilan de compétences est un outil pour prendre le temps et échanger avec quelqu'un sur qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi au niveau de ma vie professionnelle. Ça permet de définir le futur professionnel, de construire son plan d'action, les étapes par lesquelles on veut passer. Est-ce qu'il faut de la formation? Est-ce qu'il faut de l'expérience professionnelle? Est-ce que le bénévolat qu'on a fait dans une vie antérieure peut servir pour s'appuyer dessus? Est-ce que les loisirs qu'on a peuvent être un point d'appui ou pas pour gérer sa carrière? Voilà, toutes ces questions-là, on peut les approfondir, on peut simuler plusieurs avenirs professionnels, revenir en arrière, recommencer, voilà, pour préparer la suite de sa carrière professionnelle. Et son argumentaire, c'est-à-dire on n'est jamais seul dans sa vie professionnelle, il faut convaincre quelqu'un une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire. Et cet argumentaire, il est parfois tout aussi difficile à construire que le plan d'action. Donc, comment on va en parler aux autres, comment on va les convaincre que le choix qu'on a fait est le bon et qu'on a les compétences ou le profil pour aller là où on a envie d'aller. Donc, le bilan de compétences, il peut servir à tout ça. L'objectif étant ensuite soit d'évoluer en interne ou en externe. Je vous ai donné des exemples d'évolution plutôt externe, mais évidemment, ça peut être aussi des changements qu'on souhaite faire tout en restant dans l'entreprise où on est. Voilà pour le bilan de compétences. Alors, la validation des acquis de l'expérience, c'est un autre outil de gestion de carrière. On vous en a parlé déjà, Johan et moi, tout à l'heure. Donc, la validation des acquis de l'expérience, c'est un
une façon d'obtenir un diplôme ou une certification, non pas en suivant une formation, mais parce qu'on a acquis une expérience professionnelle, une expérience tout court, j'ai envie de dire, dans un domaine. Donc, pour s'engager dans une validation des acquis de l'expérience, il faut avoir au minimum 12 mois d'expérience dans un domaine et il faut ensuite sélectionner un diplôme ou une certification qui est en cohérence avec cette expérience. Pour vous donner un exemple, si pendant quelques années, j'ai fait la cuisine dans le centre de loisirs à côté de chez moi sous forme de bénévolat et de façon suffisamment poussée pour valoriser ça par un diplôme, je peux tenter de m'engager, je peux m'engager dans la validation d'un diplôme, d'un CAP cuisine, par exemple, en faisant valoir cette expérience-là. Ça ne veut pas dire que ça va forcément aboutir, mais je peux m'engager là-dedans et je peux compléter un dossier. Donc, la validation des acquis de l'expérience se passe par la saisie d'informations dans un dossier dans lequel on détaille exactement tout ce qu'on a fait dans le domaine dans lequel on souhaite obtenir un diplôme. C'est un dossier, on vous note, vous voyez sur la slide, attention, temps et énergie plus. Ce n'est qu'un dossier entre guillemets, par contre, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Il faut tout détailler, il faut exactement décrire ce qu'on a fait, dans quelles circonstances, avec qui, avec quels résultats, avec quels outils on a travaillé, dans combien de temps ça a pris. Donc, c'est un petit roman qu'on écrit, même si on n'est pas obligé d'être forcément très à l'aise dans l'écriture, mais on est quand même obligé d'écrire, de détailler ce qu'on a fait dans son expérience. On apporte des éléments de preuve, c'est-à-dire ça peut être des feuilles de salaire, mais ça peut être aussi des, ça peut être une attestation de l'association dans laquelle on a fait du bénévolat, par exemple, hein, pour montrer qu'on a bien cette expérience dans un certain cadre. On peut apporter des photos, on peut apporter des articles, voilà, toutes les preuves sont bonnes pour montrer, pour tracer l'activité qu'on a exercée. Et quand on a rassemblé tout ça, quand on a complété son dossier, on passe devant un jury qui peut poser des questions, pas des questions théoriques, mais des questions sur l'expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation type, etc. Et c'est à la suite de cette passation devant un jury qu'on obtient l'information si on a validé le titre qu'on visait ou si on l'a validé partiellement, parce que ça peut tout à fait arriver aussi qu'on obtienne une validation partielle. Et le reste, ensuite, on peut l'obtenir par la formation si c'est nécessaire, ou alors on n'obtient rien du tout, ce qui est malgré tout rare, parce que si on est arrivé jusqu'à la passation devant le jury, c'est qu'on a quand même déjà apporté un certain nombre d'éléments et il est peu probable que ça se solde par rien du tout. Voilà pour la validation des acquis de l'expérience. Voilà, le projet de transition professionnelle, c'est aussi un outil de gestion de carrière que vous pouvez utiliser, envisager si vous souhaitez obtenir un diplôme par la formation. Donc, tout à l'heure, je parlais de la VAE. Si vous visez une activité qui vous oblige à avoir un diplôme, mais que vous n'avez aucune expérience dans ce domaine-là, ben vous pouvez acquérir le diplôme par voie classique, par la formation. Et donc, le projet de transition professionnelle est là pour ça. Le projet de transition professionnelle peut durer jusqu'à 1 an, donc c'est assez long, ou 1200 heures, et le salaire et les frais de formation, potentiellement, sont pris en charge. Je dis potentiellement parce qu'il y a des limites, il y a une limitation au niveau des frais horaires de formation. Il y a des formations qui sont très très chères et donc je ne peux pas vous dire d'office tout sera pris en charge. Il
Il y a des calculs à faire, il y a des informations à prendre avant de se lancer là-dedans, bien sûr. Ce qui est intéressant lorsqu'on envisage de se former de cette façon-là, c'est qu'on peut quitter son activité professionnelle, suspendre son activité professionnelle le temps de la formation. Le salaire pendant ce temps-là est pris en charge, c'est important, parce qu'on n'est pas nombreux à pouvoir arrêter une activité et vivre sans aucune ressource pendant un certain temps. Donc le salaire est pris en charge, avec un plafond, bien sûr, aussi. Et puis, à la fin de la formation, on peut reprendre son poste. Soit exactement le même poste qu'avant, soit un poste équivalent. Donc, c'est aussi un outil qui est très intéressant, hein, il faut le connaître. Voilà. Dernier point concernant les outils de gestion de carrière, c'est le plan de développement des compétences. C'était le plan de formation avant la dernière réforme. Vous avez vu, aujourd'hui, la réforme a tout axé sur les compétences, donc on ne parle plus de plan de formation, mais on parle de plan de développement des compétences. C'est donc le budget de formation de l'entreprise. C'est le budget que l'entreprise utilise pour les formations qui sont obligatoires au poste. Il y en a, vous en connaissez certainement, hein, il y a des formations, pour vous dire, par exemple, pour les aides-soignants, c'est des formations de posture, pour ne pas s'abîmer le dos au travail. Pour les caristes, c'est des formations de sécurité et l'utilisation des engins, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les formations obligatoires, mais l'entreprise utilise aussi le plan de développement des compétences pour former ses salariés à des compétences nouvelles et adapter les compétences à l'évolution que chaque métier rencontre, en fait. Il peut être utilisé par l'entreprise aussi pour abonder le CPF. On en a parlé tout à l'heure. Johan vous a détaillé le CPF, le compte personnel formation. L'entreprise peut abonder ce compte, ce capital que chacun a, pour permettre à un salarié de se former. Et puis, il y a ce qu'on appelle la PROA, c'est une alternance interne qu'on peut engager quand on souhaite passer à un niveau supérieur de formation en se formant en alternance. Donc, c'est un outil très intéressant qui est soumis à des accords de branche. Donc, on ne l'a pas détaillé ici parce que ça dépend en fait de chaque branche, l'utilisation de ce budget particulier. Voilà. Donc, les conditions quand on se forme sur le plan de développement des compétences, c'est le maintien de la rémunération, puisque, a priori, il s'agit de formations qui sont imposées par l'entreprise. Le coût de la formation est à la charge de l'entreprise et la formation se fait généralement pendant le temps de travail, sauf exception. Après, ça peut être aussi une discussion avec l'employeur et on peut, puisque le salarié est intéressé par la formation, les deux peuvent se mettre d'accord, salarié et employeur, pour faire une partie sur le temps de travail et une autre partie hors temps de travail. Alors, je passe à la suite et c'est Johan qui vous expliquera le bilan à 6 ans. Oui, merci Birte. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. On vous rassure, on y répondra avec plaisir assez rapidement. Alors, le bilan à 6 ans, l'état des lieux. Je te laisse donner la slide, s'il te plaît. Voilà, donc effectivement, on vous a parlé donc d'un entretien tous les 2 ans et à l'issue des 6 années, l'employeur doit faire un bilan. Alors ça peut d'ailleurs ça peut être l'objet du 3e entretien avec un temps consacré au bilan. Durant ce bilan, l'employeur doit être en capacité finalement de démontrer que chaque salarié a bien eu son entretien tous les 2 ans et a bien bénéficié de ce qu'on appelle au moins une formation non obligatoire. Donc, non obligatoire, c'est dans le sens où c'est conditionné à l'exercice d'une activité et donc souvent en application d'une convention, d'un texte de loi. Alors,
peut-être un point d'information. C'est vrai qu'au regard de la crise sanitaire depuis plus d'un an maintenant, il y a la dernière ordonnance du 2 décembre 2020 permet de reporter au plus tard cette date de bilan à 6 ans au 30 juin 2021. Donc, il y a effectivement de toute manière, tous les entretiens, hein, que ce soit les entretiens à 2 ans ou les entretiens, les bilans à 6 ans, il y a toujours un document écrit qui doit être remis aux salariés. Et puis un document sur l'état des lieux récapitulatif qui précise également que le salarié a bien été informé des différents leviers dispositifs, hein, comme le compte personnel de formation, le bilan de compétences, la VAE. Alors, concernant, alors bon, c'est important de le savoir aussi, c'est effectivement les salariés qui appartiennent à une entreprise de plus de 50 salariés, comment dire, si l'employeur n'a pas répondu à ses obligations, il a une obligation d'abonder le compte du salarié en question à hauteur de 3 000 euros. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sanctions. C'est important de le savoir. Bon, après, ce que je pense que c'est là où il faut mettre l'accent, c'est effectivement sur justement comment mettre en place vraiment cette obligation et en faire une opportunité pour que à un moment donné, il y ait une vraie construction et un suivi de parcours. On a précisé aussi, alors c'est vrai que c'est plutôt des informations qu'on donne aux entreprises, mais c'est important aussi de rappeler que ça, c'est ce qui est prévu d'après les textes, mais rappelons que même si les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées par cette mesure de sanction financière, il n'en est pas moins important que les entreprises de moins de 50 salariés sachent bien qu'elles ont les mêmes obligations parce que face à un contentieux avec un salarié, il est à peu près certain qu'elle serait, comment dire, pénalisée. Donc voilà, donc premier bilan pour tout salarié qui serait dans l'entreprise depuis, enfin avant le 7 mars 2014, et bien au plus tard le 30 juin 2021 pour faire ce bilan. Et donc, en guise de pré-conclusion, vraiment, même si forcément il y a toujours un laps de temps et que c'est peut-être pas forcément culturel, l'entretien professionnel, c'est vraiment pour l'entreprise un outil de management, un temps vraiment dédié à se focaliser sur la personne. On parle d'outils GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est vraiment ça. Et donc, pour moi, hein, je pense que l'entreprise doit vraiment en faire un levier pour bien connaître son salarié, pour bien connaître ses aspirations, comment il se voit dans l'entreprise, comment il se projette, et donc de la même manière pour le salarié, de bien préparer cette étape, ces rendez-vous, pour qu'à un moment donné, on puisse à la fois entendre les aspirations du salarié, que le salarié comprenne les enjeux de l'entreprise dans le cadre de son développement, et qu'à un moment donné, hein, il y a cette rencontre et que on puisse optimiser les parcours des uns et des autres dans l'objectif de faire développer l'entreprise et puis de faire monter les salariés en compétences. Donc ça peut paraître un peu idéalisé ce qu'on vous partage, mais je pense que on fait le même travail auprès des entreprises pour les sensibiliser, et c'est un vrai moyen pour le salarié d'être encore une fois proactif, de se prendre en main et d'être force de proposition pour son parcours personnel et dans le cadre de l'entreprise là où il exerce.
Eh bien, tout à fait. Alors, quand on a préparé ensemble le webinaire avec Johan, Johan m'a dit il faut faire un résumé parce qu'il y a trop d'informations à la fois. Donc, il a raison, je pense que c'est juste. Alors, du coup, voilà, les 3 points essentiels à retenir de ce webinaire, c'est quoi? C'est que l'entretien professionnel est une opportunité. C'est ce que vient de dire Johan. Et donc, je rajoute une couche, c'est une opportunité et pas une contrainte. Deuxième point important, il vous sera utile si vous l'avez préparé. Sous-entendu, si vous ne l'avez pas préparé, il risque d'être beaucoup moins utile. Parce que l'employeur va peut-être vous proposer des choses, il va peut-être vous informer sur des choses que vous ne saviez pas. Mais si vous l'avez préparé et que vous êtes proactif, eh ben c'est vous qui apportez en fait les éléments qui vous intéressent. Et puis, mettez à profit vos outils de gestion de carrière, ceux qu'on vient de vous présenter dans ce webinaire, la formation, la VAE, le conseil en évolution professionnelle, pour justement faire de ce moment de l'entretien professionnel un moment qui vous permette de diriger votre vie professionnelle dans le sens qui vous intéresse. Voilà donc les messages qu'on voulait vous faire passer pendant ce webinaire. Dernière chose, comment prendre rendez-vous, c'est-à-dire si vous souhaitez préparer votre entretien qui se profile, que vous aurez peut-être bientôt, si vous voulez le préparer avec un conseiller en évolution professionnelle, voilà le numéro que vous pouvez faire, que vous pouvez composer, le 09 72 01 02 03, qui vous permet d'en savoir plus sur le conseil en évolution professionnelle et de prendre rendez-vous le cas échéant. Voilà, vous voyez aussi le site internet qui s'affiche, moncep.org, sur lequel vous pouvez aller pour avoir plus d'éléments. Je vais arrêter mon partage d'écran. Si, je vais quand même vous montrer le dernier. Merci pour votre attention. Et puis, on va venir aux questions qui se sont accumulées, si j'ai bien compris, tout au long de ce webinaire. Voilà. Hop. Oui, alors Birk, on a un certain nombre de questions sur le chat et puis une question sur l'onglet questions. Je ne sais pas si tu en as pris connaissance, mais je te propose qu'on les balaye. La toute première, je pense que tu peux y répondre. Je suis salarié cadre d'une société de portage salarial et inscrite à Pôle emploi. Vers qui dois-je me tourner? APEC, conseil de mon employeur, ou France Compétences ou Pôle emploi? J'adore, bah oui, bah vous avez le choix, voilà. Ce qui est chouette, c'est que vous avez le choix. J'ai envie de dire, vous êtes cadre, tournez-vous vers l'APEC. Hein, c'est peut-être, si j'ai une réponse à vous donner, c'est celle-là. Mais potentiellement, vous pouvez vous tourner vers l'un des 3 de votre choix. Ce qui est important, c'est que vous en choisissiez qu'un seul. Voilà la réponse. Alors peut-être préciser effectivement parce que pour être clair, en termes d'opérateurs, on a à l'APEC plus orienté pour les cadres, Pôle emploi, mission locale et puis Cap emploi pour des personnes en situation de handicap. Il y a un opérateur régional qui a été défini pour les salariés qui est, on va dire, le CIBC, ça sera plus simple. Mais par contre, parce que je vois dans la question... Juste, je précise, hein, parce que selon les régions, voilà. Et puis, on travaille avec plusieurs organismes, c'est pas que les CIBC. Donc, voilà, on va rester sur le groupe EVA et le groupement Évolution sur toute la France. Voilà. Mais juste préciser que France Compétences n'est pas un opérateur, c'est une structure très complète et une structure de l'État qui, pour faire simple, gère tout ce qui relève de l'emploi, de la formation. Mais en tout cas, c'est pas un opérateur. Donc, par rapport à votre question, c'est soit l'APEC, soit Pôle emploi. Soit l'opérateur régional qui a été sélectionné par France Compétences. Voilà, tout à fait. La deuxième question, qu'en est-il de l'abondement? Alors, j'imagine que c'est en lien avec le CPF. Je peux apporter un premier niveau de réponse. En fait, il y a plusieurs types d'abondement. Il y a d'abord l'abondement correctif qu'on a vu rapidement, les 3 000 € si l'entreprise ne répond pas à ses obligations
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'abondement correctif. Après, effectivement, depuis septembre 2020, donc c'est pas si vieux, l'employeur peut apporter des abondements. Alors, si on regarde un peu dans les détails, il parle de deux types d'abondements, notamment les abondements volontaires, où là, c'est plutôt, on parle de dotation volontaire et c'est plutôt en lien avec, voilà, c'est un accord passé avec le salarié sur un projet bien ciblé, etc. Et là, très concrètement, il fait ça à partir de l'outil dématérialisé. Il a un espace employeur où il peut faire ses démarches. Et puis, vous avez aussi un abondement qu'on appelle un abondement dans la co-construction, où là, l'entreprise peut décider d'établir une liste de formations pour lesquelles il donnerait la priorité et là où le salarié ferait une demande sur cette formation, eh bien, viendrait abonder. Et donc là, on parle plutôt sous l'égide d'un accord d'entreprise, un accord collectif qui permet de définir des critères. Et encore une fois, si le salarié fait une demande et que ça répond à ces critères, l'abondement se fait automatiquement. Donc, pour faire simple, trois types d'abondement: l'abondement correctif, l'abondement purement volontaire, où là on est plutôt dans une démarche très individuelle, et puis un abondement lié à un accord d'entreprise, un accord collectif. Je vais peut-être juste apporter une dernière précision. Il y a des abondements qui ne dépendent pas de l'entreprise, mais qui sont liés à l'état de santé de la personne. Donc, si quelqu'un a un souci de santé qui joue sur sa vie professionnelle, il peut aussi faire appel à un abondement. Il existe des abondements qui passent par la Caisse nationale d'assurance maladie ou par d'autres organismes qui sont présents dans ces cas-là. Voilà. Pour faire très, très simple, très court. Hein. Alors, peut-on transférer nos heures ou euros du CPF à une tierce personne? Donc, alors, aujourd'hui, il n'y a plus de notion d'heure, c'est vraiment une notion on va dire, capital, montant. Alors, à ce jour, non, pour la bonne et simple raison que on parle bien d'un compte personnel de formation. Mais il est vrai que il y a eu des propositions faites dans ce sens. Et c'est pas dit que un jour ou l'autre il puisse y avoir une disposition qui permettrait de transférer ce capital. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et puis aussi parce qu'il faut quand même peut-être rappeler que le compte personnel de formation qui est alimenté par un montant en euros, il faudrait pas croire que le jour où vous partez en retraite, vous puissiez repartir avec ce montant si vous l'avez pas utilisé. Moi, je parle plutôt de droit de tirage. Parce que le montant qu'il y a sur votre compte personnel de formation, il ne vous appartient pas. En tout cas, il vous appartient qu'à la condition de demander une formation. Et donc, si le jour où vous partez en retraite, vous ne vous en servez pas, ce compte, il n'a plus lieu d'être et le montant ne vous est pas dû. Je pense que c'est important à rappeler parce que on voit qu'il y a quand même quelques confusions qui sont normales, hein, puisqu'on parle de compte personnel, qu'on parle de monétisation, donc voilà. Tout à fait. J'en profite en fait pour rappeler deux choses. La première, c'est que le CPF est lié à votre numéro de sécurité sociale. Donc en effet, c'est tout à fait personnalisé, c'est lié à ce numéro-là. Et deuxièmement, nous avons malheureusement énormément de bénéficiaires qui ont justement eu des soucis avec comment on appelle ça, de la fraude liée au compte personnel formation. Ce sont des personnes qui appellent les particuliers qui disent vous avez du CPF, vous n'êtes peut-être pas au courant, donnez-nous votre numéro de sécurité sociale. Et une fois que ça c'est fait, le CPF peut devenir préhensible pour une tierce personne. Donc, il faut faire très, très attention, pas donner son numéro de sécurité sociale quand vous ne savez pas, quand votre interlocuteur n'est pas clairement défini. Voilà, parce que ça arrive très, très souvent et malgré les mises en garde que vous pouvez voir sur le site du compte personnel formation.
Alors, on va peut-être passer à la suite. Donc, il y a Madame Chertin qui demande qui prend en charge le salaire et les frais de formation du PTP. Bah, la réponse, elle est simple. C'est Transition Pro qui prend en charge les frais de formation et le salaire. Transition Pro, c'était le fonds GESIF auparavant, qui a changé de nom, qui est devenu Transition Pro, l'association Transition Pro, à la fin de l'année 2019, tout début 2020. Et donc, si à partir du moment où votre dossier PTP est accepté et que la prise en charge est décidée, les frais de formation et le salaire sont pris en charge par cette association-là. Sachant qu'il y a quand même un point de précision, c'est qu'il y a des taux de prise en charge qui sont définis et parfois le coût horaire de la formation peut être supérieur à ce taux de prise en charge. Alors, qui de mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, mais qui est de l'ordre de 27 €, je ne sais plus. Ouais. Si on dépasse ce taux horaire, eh bien là, c'est là où il faut trouver dans l'ingénierie financière d'autres solutions. Donc ça peut être l'employeur, ça peut être la personne elle-même, ça peut être un autre dispositif. Mais voilà, sur le principe, les salaires et la formation sont pris en charge, puisque c'est le dispositif qui veut ça, avec des critères qui font que il peut y avoir un reste à charge. Alors, la question suivante est tout à fait, tout à fait bien vue, bien posée. Le PTP peut-il être dans la continuité de nos missions ou doit-il être différent? Alors, en effet, il doit être différent, c'est-à-dire le PTP, en toutes lettres, c'est projet de transition professionnelle. Donc, c'est un budget qui s'adresse aux personnes qui souhaitent faire une transition professionnelle. Donc, il faut bien une reconversion. Si on veut évoluer dans son métier, voire en interne dans son entreprise, le PTP n'est pas l'outil adapté. Donc, pour faire appel au PTP, il faut montrer qu'on change de code ROM. Grosso modo, pour faire simple, le code ROM, c'est le code qui est attribué par le Pôle emploi au métier. Et si on reste dans le même code ROM, on n'aura pas de financement PTP. Je continue, Johan. Vers qui se tourner pour obtenir le PTP? Donc, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'association Transition Pro, anciennement fonds GESIF. Vous pouvez bien évidemment vous tourner vers un conseiller en évolution professionnelle avant ou pendant. Le conseiller en évolution professionnelle vous accueille, vous accompagne, vous pose des questions pour voir si le PTP est l'outil le plus adapté, s'il existe autre chose que vous connaîtriez peut-être pas. Et peut vous aider à compléter le dossier. Mais le dossier est à retirer auprès de Transition Pro. Donc, quand vous allez sur Internet, vous faites Transition Pro et le nom de votre région, vous arrivez normalement directement sur le site et vous pouvez vous inscrire et obtenir le dossier. Mais là encore, j'appuie, c'est tout l'intérêt du CEP. Pour le salarié, c'est vraiment la clé d'entrée pour faire un état de sa situation, de ses projets. Et le projet de transition professionnelle est un outil parmi tant d'autres. Donc, le CEP sera le plus à même de vous apporter ce niveau d'information et ensuite, en fonction des choix, vous orienter effectivement vers l'association Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté si on raisonne sur notre territoire, mais sachant qu'il y a des associations sur chacune des régions. Alors, en effet, après, la question, elle est aussi judicieuse. Il me semble que les orientations des régions en termes de développement des compétences conditionnent les prises en charge des formations. C'est juste, c'est-à-dire, alors, vous le trouverez sur le site de l'association Transition Pro de votre région, il y a des priorités au niveau de la prise en charge. Il résonne en termes de points quelque part. Donc, si vous avez un projet de formation qui est en lien avec les métiers qui recrutent le plus sur votre territoire, vous avez plus de chances d'être financé que si vous choisissez un métier qui est en perte de vitesse. Donc oui, la réponse est oui. Il y a en effet des orientations des régions pour la prise en charge des formations. Alors, on continue. Sauf si tu veux apporter quelque chose, Johan. Non, je vais prendre la question de monsieur
Claude, c'est plus simple pour moi par rapport. Alors effectivement, en fait, c'est tout l'enjeu. Il faut bien faire la part des choses entre le plan de développement de compétences qui est à la main d'ailleurs de l'entreprise. Hein, c'est l'entreprise qui, au regard de de son développement, de son activité, définit et cerne les formations dont ses collaborateurs ont besoin. Donc effectivement, si on est sur un développement des compétences, ça sera à la main de l'employeur. Vous demandez si le projet du salarié n'est pas le projet du salarié s'opposer au plan. Oui, si le projet du salarié n'est pas en phase avec le plan de développement du compétence, ben, en fait, c'est tout l'enjeu de l'entretien professionnel. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir ce temps d'échange et de dialogue pour, encore une fois, identifier quels sont les besoins de l'entreprise au regard de son activité. Il ne faut quand même pas perdre de vue que l'objectif de l'entreprise, c'est de maintenir l'activité et elle la maintient comment? Notamment, pas que, mais notamment en faisant monter en compétence ses salariés. Donc c'est là où on voit que l'entretien professionnel a un vrai intérêt et un vrai outil de pilotage en termes de gestion des compétences. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est pour faire simple, c'est toujours une simplification à outrance, mais vous avez 2 outils à votre main qui tiennent compte de vos propres décisions. C'est le compte personnel formation et le projet de transition professionnelle qui lui puise aussi dans le compte personnel formation. Et puis vous avez le plan de développement des compétences qui est à la main de l'employeur, ce qui n'empêche pas qu'on peut engager la discussion avec l'employeur pour aller dans le même sens. Et donc, oui, je m'excuse, Claude, pour oui. Pardon, Claude. Alors, la suite. Donc, il y a Muriel qui dit « C'est intéressant, mais si la personne est obligée de faire une reconversion professionnelle et elle n'est pas papier, qui peut aider à remplir tous les papiers ?» Eh bien, justement, c'est le conseil en évolution professionnelle qui peut aider, parce que c'est vrai que quand on est devant un dossier de demande de financement formation, on peut vite se sentir assez seul. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous faites appel au conseil en évolution professionnelle. Vous avez vu, hein, c'est gratuit, c'est neutre, c'est confidentiel et cette personne-là peut vous aider à remplir tout ça. Alors, Anne, qui nous dit « Je croyais que les opérateurs CEP des salariés dépendaient du secteur d'activité. C'est fini, c'était le cas avant. » Ouais. Mais ça a changé en début de l'année dernière, depuis début 2020. Ce sont des opérateurs qui sont choisis par région. Alors, je réponds à la question suivante, Johan, parce que ça va aller vite. C'est quoi CIBC? CIBC, ça veut dire Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. C'est un nom qui est donné à des associations qui existent dans quasiment toutes les régions. Et sur certaines régions en France, les CIBC sont mandataires de l'activité de conseil en évolution professionnelle. Mais tous les CIBC travaillent avec d'autres opérateurs sur leur territoire. Donc, ce n'est pas que les CIBC qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. C'est important. Voilà, Rémi a répondu en dessous. Le CIBC est membre du réseau EVA, mandataire de l'offre de services publics du conseil en évolution professionnelle sur 8 régions. Alors, Claude qui demande code ROM principal ou proche par rapport au PTP? Code ROM principal. S'il y a un changement de code ROM, a priori, on considère que c'est une reconversion. Pour faire simple. Hein. Après, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CEP, votre conseil en évolution professionnelle pour vérifier. Alors, n'hésite pas, Johan, à apporter des réponses si tu veux. Alors, la formation sur les métiers qui recrutent du 3 mai. Alors, est-ce qu'on parle du 3 mai ou du 3 avril? Est-elle ciblée sur la région Bourgogne-Franche-Comté? Ben, Marie, vous pouvez peut-être préciser
si vous avez le temps, si vous êtes encore connecté, parce que là, on a du mal à vous répondre, en fait, sur les métiers qui recrutent. C'est peut-être les plateformes régionales qui sont en train de se construire, je ne sais pas. Après, en effet, dans chaque région, hein, là, on parle de Bourgogne-Franche-Comté, mais dans chaque région, il y a des métiers qui recrutent. Il y a une liste qui est définie dans chaque région des métiers qui sont les plus en train de recruter par bassin, en fait. Alors, ouais, vas-y. Je me suis inscrite à la formation du 3 mai sur les métiers. Ah, ok, d'accord, très bien. Ça y est. Ok. Très bien, parfait. Je ne sais pas si on a d'autres questions. En fait, donc, Marie, on va parler, c'est une activité, enfin, c'est un webinaire national, donc on vous répondra sur tous les territoires, mais vous aurez des informations qui sont valables dans chaque région et vous aurez des clés pour savoir comment en savoir plus exactement dans votre région, qui est apparemment la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous aurez les éléments le 3 mai, normalement. Ok. Peut-être apporter un point de précision. Si c'est en lien avec le projet de transition professionnelle, en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'idée, c'est de permettre à un salarié de faire une transition professionnelle. Souvent, les salariés restent sur leur secteur géographique ou sur leur région. Et l'idée, c'est de voir, au-delà de permettre cette transition, c'est est-ce que aussi, toujours pareil, hein, on essaye de joindre les deux bouts, c'est est-ce que ça répond à des besoins du territoire au niveau des entreprises. Donc, ça passe par une certaine méthodologie dans la préparation du projet pour démontrer que effectivement ce que vous souhaitez ce vers quoi vous souhaitez vous orienter, eh bien il y a bien des besoins en termes d'entreprise. Alors soit c'est sur votre territoire, mais ça peut être aussi dans une autre région. Et auquel cas, si vous vous dites que je veux faire tel métier dans telle région, il faudra s'assurer, pouvoir par une phase d'enquête, par rapport au marché de l'emploi, démontrer qu'il y a un potentiel pour que finalement ce qui est financé serve à la fois à la personne, mais également à l'entreprise, et que les fonds finalement à la fois publics et de l'entreprise servent et soient efficients tout simplement. Donc voilà, Marie nous dit, elle est en région Rhône-Alpes, vous aurez... Marie-Valérie, vous aurez voilà, les éléments nécessaires le 3 mai sur comment savoir dans votre région comment dire, quels sont les métiers qui recrutent. Pour répondre de façon très, très générale, mais il faudrait approfondir, hein, sur toute la France, a priori, les métiers du soin recrutent, les métiers du numérique recrutent, et certains métiers du transport recrutent. Ça, c'est vraiment dans les très grandes lignes pour caricaturer, on va dire. Et après, chaque région a ses particularités qu'il faut aller chercher région par région, parce que c'est ça finalement qui nous intéresse. Hein. Généralement, il est rare de déménager pour changer de métier. Hein. Changer de métier, c'est déjà assez compliqué, donc déménager en plus, ça fait beaucoup de choses. Voilà, écoutez. Juste, on avait une question dans la rubrique questions, Vivian, mais j'avoue que concernant la PROA, il est indiqué sur le site du ministère du Travail que la loi qu'il met en place est en attente du décret d'application qui en fixera les modalités. Pourtant, on l'évoque ici comme une solution existante et applicable en l'état. La PROA, en fait, le décret est passé, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, ce qu'on attend, c'est les négociations des branches. Donc, il y a certaines branches qui ont terminé leurs négociations et qui sont au clair avec la prise en charge de la PROA, et d'autres branches qui n'ont pas terminé leurs négociations. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne l'étale pas, je ne précise pas, parce que ça dépend en fait de la branche dans laquelle vous travaillez. C'est ça. Pas si mal. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et Claude nous dit merci. Merci Claude.
Eh ben, écoutez, Vivian aussi, c'est tout bon. Eh ben, super. Ben, écoutez, merci pour votre attention. Et puis, au plaisir de vous revoir à un autre lundi du CEP. Merci à toi, Johan, d'avoir Eh été ben, merci, c'était un plaisir. Et puis, à renouveler ou à en faire d'autres. En tout cas, bonne utilisation à toutes et à tous de ces différents outils, de ces différents leviers par- pour poursuivre dans votre parcours professionnel. Eh ben, merci à tous et très bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.